Caporal, est-ce qu'il y a de nouveau justement dans ce dossier de tentative de coup d'État du 7 décembre dans les enquêtes? Cette fois-ci, la justice est peu diserte là-dessus. Alors, on craint pour la transparence et l'équité de la justice dans cette matière. Jusqu'à plus informé, et je ne peux pas vous dire plus que ce que vous savez, qu'on a déjà entendu. Je sais que les enquêtes sont en cours et en temps utile, nous en aurons le contenu, puisqu'il y aura forcément un procès. Donc, à cette occasion-là, on en saura davantage. Pour l'instant, laissons les structures dédiées faire leur travail et nous servir le moment venu, les tenants et aboutissants de cette tragédie. Je m'entendais à plus de détails. Que répondez-vous aux accusations portées par le président Tiani contre le Bénin à l'issue des explosions intervenues dans la zone aéroportuaire du Niger? Bon, pas que le Bénin, il y a bien d'autres pays qui ont été cités aussi. Oui. Bon, j'espère que vous n'êtes pas surpris par ces accusations. J'espère que vous n'êtes pas surpris. Ce n'est pas la parce première fois. Nous, on n'est pas surpris. Les Béninois devraient même se dire, mais à quand la prochaine? Et puis comme ça a commencé à tarder, on s'est dit, mais ils nous ont oubliés enfin. Mais écoutez, lorsque vous êtes premier de la classe, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a parmi vos camarades ceux qui aimeraient vous déloger de la première place, qui vont se mettre à fond au travail. Et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas qu'être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, ça vous coûte des temps de jeu, de divertissement, et ça vous demande beaucoup d'efforts. Il se trouve que, grâce à notre travail collectif, et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. De qui, quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison, ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc, on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassure, parce que même au Niger, les gens n'y croient pas. Dans ce qu'il a dit, au-delà d'une accusation, il y avait des menaces aussi. Nous apprécierons. Et puis, peut-être aussi, vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions. Mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère. Mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Descendons, abordons volontiers les résultats des élections législatives et municipales. Les deux partis principaux qui soutiennent l'action gouvernementale ont imposé leur loi, une présence hégémonique exclusive dans toutes les instances d'élus, à l'Assemblée comme au niveau des mairies. Pour le démocrate que vous êtes, sans mauvais jeu de mots, vous voyez bien ce que je veux dire, l'homme attaché aux principes démocratiques, est-ce que vous n'avez pas comme une sorte de, j'allais dire, de parcours inachevé par rapport à notre processus démocratique, à la vie démocratique, à la marche démocratique du Bénin? Pourquoi? Les élections se sont déroulées conformément aux prescriptions légales. S'agissant des législatives, tous les partis qui ont rempli les conditions prévues par la loi ont pu compétir, et nous l'avons vu. Ont circulé librement dans le pays, ont fait leur meeting librement et ont mobilisé leurs électeurs tout aussi librement. Les électeurs sont allés aux urnes, ont porté leur choix sur les uns et ou les autres. Et puis à l'arrivée, le résultat est la manifestation de la volonté des électeurs, de la volonté du peuple. La volonté du peuple ne saurait se discuter parce que le peuple ne se trompe pas. Et le peuple a décidé que tel et tel parti peuvent aller le représenter à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi.
et que tel et tel autre n'étaient pas qualifiés, n'étaient pas assez représentatifs dans le pays pour porter leur voix au sein du prochain Parlement. Il faut prendre acte de cela. Donc, qu'est-ce qui gênerait en démocratie dès lors que aucun des partis en compétition ne s'est plaint de n'avoir pu organiser ses meetings, de n'avoir pu aller ici ou là, ou de n'avoir pas vu ses militants sortir. Moi, je pense que les enseignements qu'il faut tirer de ce scrutin, ils sont ailleurs et plus profonds. On est toujours sur les législatives. Et ça a été une élection où, encore une fois, toutes les sensibilités qui ont pu se qualifier et ont pris part. Quand on a évoqué les municipales, le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu se qualifier parce que n'ayant pas fourni une liste complète à la Sénat. Moi, j'aime insister là-dessus parce que j'entends parfois certains de vos confrères, d'ici ou d'ailleurs, parler d'exclusion. Lorsque vous avez été à une compétition, vous n'avez pas rempli les critères, il ne saurait être question d'exclusion. Vous devez fournir une liste donnée. Vous l'avez fournie à moitié, en tout cas incomplète. Vous vous êtes exclu vous-même, si exclusion il y a, mais vous n'étiez pas qualifié pour y prendre part. Donc ce parti n'a pas pu se qualifier pour les municipales. Il n'a pas pu non plus désigner un duo candidat pour la présidentielle à venir. Donc il lui restait les législatives. Et j'ai entendu d'ailleurs que le parti en faisait son combat, le combat d'une vie. Et ses électeurs avec. Ce à quoi on se serait attendu justement, si le parti avait été majoritaire au sein de l'opinion, au sein des électeurs, c'est qu'il y a une mobilisation générale pour donner une leçon au parti de la majorité présidentielle. Or, nous avons vu à l'arrivée que nos prévisions étaient plus conformes à la réalité parce que la démonstration a été faite de façon éclatante que ce parti est minoritaire au sein de l'opinion. Donc, du coup, vous considérez que l'expression du vote qu'on a eu pour les élections couplées, c'est une sorte de plébiscite de l'offre de gouvernance qu'on a vu jusque-là? Le mot est tout à fait juste, c'est un plébiscite. Mais la raison en est que, allez-y. Quand vous regardez vous-même les scores obtenus par les uns et les autres, les deux gros partis de la majorité présidentielle, donc qui ont emporté les sièges, font à eux seuls pratiquement 80%. 80% des suffrages exprimés librement par les populations. C'est un plébiscite. Vous auriez aimé que par le charme démocratique, le pourcentage, le score réalisé par le principal parti d'opposition, pardon pour le mot, il y en a qui le récusent, notamment FCBE, enfin les faits sont là, plus de 16%, ce n'est pas rien. Ailleurs, un seuil de 10% des suffrages exprimés, ce n'est pas rien, comme seuil de représentativité. Oui, mais pour l'instant, c'est le niveau auquel se trouve ce parti, oui, 16%. Selon les contingences légales. Ce que vous n'exprimez pas, c'est que vous voulez dire, bon, un parti qui a quand même 16%, est-ce que ça ne serait pas bien qu'il ait quelques représentants au sein de l'hémicycle? C'est ça votre pensée, Monsieur Sonouvou. Quand aux États-Unis, on fait la présidentielle et que vous avez un candidat qui remporte le suffrage populaire, parfois avec des millions de voix d'avance sur son challenger, mais qu'il n'a pas réussi à remporter des États pour emporter les grands électeurs, tout à fait, oui. À l'arrivée, c'est trop pénalisé. Il perd. Oui. Et vous avez connu des exemples récents dans la vie des États-Unis. Ils ont un système où, quand vous allez à la présidentielle, et je ne vous entends pas souvent, vous des médias, l'expliquer à nos concitoyens, aux gens qui n'ont pas forcément votre niveau, afin qu'ils comprennent que chaque peuple, chaque pays adapte son parcours aux exigences, aux défis qui se posent à lui à un moment donné. Demain, ça peut changer. Quand vous allez aux États-Unis et que vous allez à la présidentielle, le système voudrait que celui qui gagne un des États fédérés emporte les grands électeurs qui représenteront cet État-là. Et il est déjà arrivé, même dans les années récentes, je vois en 2000, le candidat démocrate qui a remporté le suffrage populaire et qui n'a pas été élu parce que le républicain a eu le plus grand nombre de grands électeurs. Mais c'est objectivé comme une anomalie démocratique. En 2000, ah non, surtout pas. Demandez aux Américains, ils ne vous diront pas que c'est une anomalie démocratique. Si, il y en a beaucoup qui ont cette opinion. Non, du tout. En 2016 encore, c'est arrivé. Maintenant, vous pouvez dire à l'observance que des gens s'interrogent aux États-Unis en disant, bon, est-ce que ce système, pertinemment, nous pouvons le garder encore sur la durée? Est-ce que nous devons le garder? Parce qu'à l'arrivée, parfois, le résultat peut jurer avec la réalité du terrain. Ouais. Ça, c'est normal en science de se poser des questions. Et une loi, elle est fille de son temps. Elle peut évoluer. Nous avons un modèle qui voudrait qu'il faut avoir au moins 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour avoir des députés. Et il y a un parti, le parti qui a les 16% de nos palais, à l'arrivée en plus, il a manqué les 20% dans pas moins de 13 circonscriptions électorales, donc plus de la moitié. Cela montre bien qu'il n'est pas assez représentatif dans toutes les circonscriptions, conformément à la volonté des lois électorales que nous avons. Et puis, moi j'ai été particulièrement sidéré par ailleurs de voir que même dans des circonscriptions qui, a priori, étaient perçues ou pouvaient être perçues comme des bastions de ce parti, mais il y a été totalement laminé, parfois avec des scores anecdotiques. Et ça vous renseigne, encore une fois, qu'à l'arrivée, la volonté populaire est celle qui s'est manifestée et les électeurs ont placé l'UPR
le BR en tête, suivi de LD, de FCBE et puis de Moël Bénin pour parler des législatives.